Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue sur l'Expert Talk de la semaine. Cette semaine, ce sont les filles qu'on va retrouver pour... donc oui, salut Agalienne, je suis dans le coin. Euh, pour l'Expert Talk de la semaine, sujet de cette semaine, l'hypnose en VR. Vous en avez eu un premier aperçu jeudi dernier avec l'entreprise LC-Mind sur le Meetup. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube pour retrouver les replays. Mais on va creuser un peu le sujet. Les filles ont poussé le vice plus loin et on va aller voir en détail qu'est-ce qui est possible, pas possible, quelles sont les applications qui sont en cours aujourd'hui. Euh, et elles vous en parleront en tout cas bien mieux que moi. Je récupère ici. Bonjour les filles, vous êtes déjà dans Engage, bien installé? Écoute, ça va, sympa canapé. Tiens, c'est assez design, on est bien. On aurait pu choisir un environnement plus grand, plus ouvert pour le confinement, mais c'est pas grave, c'est joli, il y a de la neige, on aime bien. Non, c'est sympa. Bon, bonjour tout le monde. J'espère qu'effectivement, ce soir, vous êtes vraiment là, l'esprit ouvert et on va vous faire découvrir l'hypnose et toutes les subtilités via les technologies innovantes via la VR. Laureline, qui connaît très très bien le sujet, va vous présenter effectivement une multitude de points très précis, un peu de technique aussi. Et on va pouvoir passer en revue effectivement les problématiques, effectivement, et notamment ce qu'on peut traiter avec l'AVR et l'hypnose. Laureline, je te laisse entamer le sujet si tu le souhaites. En fait, je crois que vous n'avez pas le son. Il y a un problème de son. Ah, si c'est bon, on t'entend. C'est bon, c'est revenu? Oui. Je ne sais pas pourquoi ça coupe, alors je suis désolée d'avance. Effectivement, donc on va reprendre ce soir le thème de l'hypnose enfin, et de la réalité virtuelle, parce qu'en fait, on va voir qu'il faut un peu dissocier les deux, parce qu'on va répondre à des codes sans pour autant aller sur le terrain. Et donc du coup, ça va nous donner un petit peu une approche sur toute la pratique qui se fait aujourd'hui et sur toutes les techniques qui vont être à mettre en place derrière. Ça a marché un peu sur le thème d'une discussion. Et donc typiquement, tout à l'heure, tu demandais pour l'un des thèmes, on va parcourir au fil de l'eau le reste, sans souci. Ok. Et ben voilà. Du coup, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet en repartant sur l'hypnose et ses codes. Parce que, alors déjà, une chose dont on parlait juste avant, qui est importante de situer déjà dès le début, il y a beaucoup de gens qui font des parallèles entre l'hypnose et le MDR. Le MDR, c'est tout un sujet à part, à mon sens, parce que effectivement, on va aussi rentrer dans une communication à l'inconscient, on va aussi rentrer sur en quelque sorte une reprogrammation de l'inconscient par des méthodes d'exercice visuel qui seraient effectivement pertinents également en réalité virtuelle, mais là, l'hypnose, ça ne répond pas à ces codes-là. Donc, il faut vraiment bien différencier les deux. Même si c'est des territoires qui sont, on va dire, assez proches, ça n'est pas la même chose du tout. Voilà, c'était la première petite entrée en matière. Et donc, si on parle vraiment de l'hypnose en tant que telle, l'hypnose, en fait, c'est un procédé qui va permettre d'atteindre un état de conscience modifié entre l'éveil et le sommeil. Alors, je vous ai mis un document là, mais un document de l'INSERM, et en fait, qui est très très complet et qui va vous donner, voilà, chacun sa petite définition, mais je trouvais que celle-là était pas mal. Dire que c'était un état qui était entre l'éveil et le sommeil, qui permet de donner la place à l'inconscient. Parce que vous savez, toute personne a un côté conscient et un côté inconscient. Le problème, c'est que votre inconscient n'a pas la parole. C'est le conscient qui a la parole. Et du coup, votre inconscient passe par le langage du corps les trois quarts du temps. C'est ce qui va donner les problèmes psychosomatiques. En fait, c'est votre corps qui essaie de parler et d'exprimer ce qui ne va pas. Et en fait, grâce à l'hypnose, on a réussi à atteindre en fait cette partie de l'inconscient qui a besoin de s'exprimer. Et du coup, on arrive à communiquer avec cette partie. C'est beaucoup moins fluide que la communication consciente, on est bien d'accord, mais on a quand même réussi à faire des belles avancées. Et du coup, dans le médical, ça va beaucoup servir effectivement sur tout ce qui est gestion des phobies, de la douleur, etc. Donc, tout ce qui est travail sur soi. Donc, je sais que Zazel en a parlé la dernière fois sur tout ce qui est, par exemple, thérapie pour arrêter le tabac, des choses comme ça. Ça va être sur des phobies, ça peut travailler sur des troubles comportementaux, sur
des troubles alimentaires. Voilà, on va avoir un grand champ de possibles. Et puis, on va plus spécifiquement pouvoir atteindre tout ce qui est douleur, c'est-à-dire la douleur liée à un acte, soit la douleur chronique, c'est-à-dire qui va faire partie d'un cercle vicieux en quelque sorte, qui ne s'arrête jamais pour les patients qui ont tout le temps mal. Au bout d'un moment, le psychisme presque prend le pas d'avoir mal avant même que la douleur ne soit vraiment là. Donc tout ce qui est douleur chronique, c'est quelque chose de très très particulier. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à la base, la douleur, c'est un message d'alerte de votre corps. C'est-à-dire que en fait, et plus la douleur est forte, plus le sujet concerné va être un organe vital. C'est-à-dire que typiquement, vous avez le moindre problème au niveau des reins, par exemple, vos reins, vous allez tout de suite mais avoir super super mal. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est extrêmement vital à votre fonctionnement. Donc si jamais il a le moindre dysfonctionnement, votre corps il y a un problème. Et plus la douleur est intense, et plus c'est censé vouloir dire attention, il y a un gros problème, tu te mets en danger. D'accord? C'est vraiment une alerte. Le problème, c'est que du coup, des fois, vous allez bien, comme par exemple, on va vous faire une piqûre ou a fortiori, on va vous faire un geste médical un petit peu plus poussé. Vous êtes au courant déjà que ça va vous faire mal. Vous l'avez même un petit peu appréhendé, vous l'avez construit avant, vous savez que vous allez avoir très mal. Et en fait, cette douleur-là ne vous sert à rien, en fait, si on réfléchit à l'histoire. La douleur ne sert à rien, vous savez que ça va vous faire mal, vous savez que vous ne risquez rien, parce que c'est un geste qui doit. Et c'est dans cette optique-là qu'on va se dire, si on arrivait à faire passer le message à l'inconscient, que en fait cette douleur, oui, il va l'avoir, mais il faut qu'il la fasse passer comme un message, pas que ça l'atteigne, quoi, en fait. La dernière fois, les garçons sont vraiment partis sur des termes très complexes sur tout ce qui est les chemins descendants de douleur, tout ce qui est les douleurs. Là, en fait, le but, c'est vraiment de vulgariser ces expressions-là. Et effectivement, c'est ça. En fait, c'est la douleur, finalement, c'est un message qu'il va falloir faire passer comme un autre message. L'hypnose, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, la reprogrammation que ça va induire, c'est ça. C'est OK, mais ce sera une. En fait, si on te montre que si on fait en sorte que ton inconscient voit autre chose et se penche sur autre chose, en fait, la douleur, elle passera comme un message qui n'a pas d'utilité parce que ce n'est pas grave. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Dans le cadre de la douleur chronique, là, on est sur un déficit du message. En fait, le message, il est fonctionnel. Il nous alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'il n'y a pas forcément de besoin de nous alerter. Mais il a tellement... en fait, c'est un blocage. Et je dis le cercle vicieux. On a peur d'avoir mal, et puis en même temps, on a eu mal, et donc le cerveau a vraiment un dysfonctionnement particulier. Et pour le coup, l'hypnose, et a fortiori, l'hypnose avec des aides telles qu'on peut les avoir en innovation aujourd'hui, peuvent être les bienvenus. Parce que ça va vous aider à reprogrammer en quelque sorte ce message qui dysfonctionne. Au niveau de l'hypnose, du coup, on a des codes très très spécifiques. En fait, ça va se passer en 3 phases. On a une phase qu'on appelle d'induction, une phase profonde, qui est l'état hypnotique en fait, donc cet état de conscience modifié, etc. Et puis après, vous avez la phase de retour, appelée la phase de réassociation, puisqu'on dit souvent qu'on va dissocier son inconscient pour donner la place à chacun. Donc en fait, on a cette phase vraiment en gros de descente, si vous voulez. On est dans après de descendre, de monter, c'est vous qui voyez. Voilà, cette phase où on induit l'état, on reste dans l'état le temps qu'on en a besoin, et après on revient à un état normal, classique. Et pour ça, on utilise des codes qui sont relativement simples, à savoir une voix posée et claire, c'est-à-dire que les mots, il faut qu'ils soient très intelligibles, donc il faut bien articuler, et en même temps, c'est vraiment, il faut que la voix elle soit posée, et en général, les femmes, ça prend à faire des voix posées assez graves, justement pour que ça permette d'aller sur du confort, voilà, que ça réponde à ce besoin. Et après, derrière, on a une rythmique qui est adaptée. Donc, quand ce sera des ordres, des choses à faire, ça va être des choses très rythmées, très claires et parfois un peu plus rapides. Et puis, au fur et à mesure que vous descendez dans l'état, à ce moment-là, plus vous allez descendre et plus la voix va se poser, le rythme va être doux,
etc. Et en fait, là où c'est vraiment très très intéressant et très très important, alors je vais être en petite pause parce qu'il y a mon casque qui me dit qu'il est out. Or, tout à l'heure, il allait bien. Comme quoi, c'est pas que pour moi les problèmes techniques, hein. Ça arrive à tous, hein. Personne n'est J'avoue anonyme. que là, pour le coup, tu t'en sors bien, Louis. C'est vrai que t'as pas eu de soucis techniques. Ouais. Ok, on a même commencé à l'heure. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a neigé aujourd'hui. C'est pour ça, c'est tout s'explique. Louis, tout s'explique, mais je comprends beaucoup mieux maintenant. Tu es de retour, Laureline? Ouais. Alors, je suis de retour, mais pas d'engage. J'arrive plus à rebrancher, à me remettre dans l'autre sens. Je crée un truc. Tape avec ton contrôleur sur ton casque, ce sera plus efficace. Non, c'est bien le côté gauche, je ne me trompe pas. Gauche ou droit, ça n'a pas d'importance. Voilà. Je lui ai donné un Tu es coup de de, pied, c'est mon tu es de sudo. retour. Voilà, donc voilà. Et Ça en fait. fait, oui, dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. En fait, du coup, les deux choses qui sont ultra importantes et qui, du coup, vont vraiment nous intéresser, c'est l'adaptation au patient et la réassurance du patient. C'est-à-dire que tomber dans l'état hypnotique, surtout quand c'est les premières fois, ça peut être un petit peu déstabilisant pour le conscient. Parce qu'en fait, le conscient, et surtout sur les personnes réfractaires, c'est un petit peu, vous en parlez les garçons la dernière fois avec Elsie Mind, en fait, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a des gens qui, d'entrée de jeu, ne sont pas très partants. Et souvent, ça va les sentir qu'ils partent, soit ils vont pas y croire, soit ils vont être un petit peu mal à l'aise. Donc le rôle de l'hypnothérapeute, ça va vraiment être de rassurer la personne, lui dire tout va bien, vous vous débrouillez bien, continuez comme ça, etc. De le rassurer tout au long et de s'adapter au retour qu'il voit du patient. C'est super important. Et en fait, plus vous avancez là-dedans, plus vous comprenez qu'à un moment donné, il va y avoir une limite à l'innovation, à la technologie. Du coup, est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là ou pas? Bon. Un peu mon cours magistral sur l'hypnose. Moi, j'ai une question qui vient du chat. On m'a demandé, alors je pense qu'on va peut-être y répondre un peu après. Si c'est le cas, je vous laisserai dérouler. Mais on m'a demandé s'il y avait des risques ou pas avec l'hypnose en VR. De rester coincé, de pas revenir, ce genre de choses. On va y revenir, on avance tout doucement vers comment est-ce que ça va se faire en VR. Parce que là, on est vraiment sur l'hypnose médicale en tant que telle, d'accord? Comment est-ce qu'on l'a adapté à la médecine et là, en fait, on va tout doucement venir à la partie VR. Ça, c'est le champ des applications aujourd'hui. Est-ce que Marie, tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je sais que tu as refait un peu le tour. Oui, alors j'ai fait, alors c'est une liste non exhaustive, on va dire, ce qui est beaucoup utilisé avec l'hypnose, mais effectivement, le champ sur justement l'association d'hypnose va beaucoup plus loin sur le détail des champs d'application. Je vous conseille de jeter un coup d'œil si c'est des sujets qui vous intéressent. Là, ici, on a vraiment en fait six grands domaines qui sont le premier, la réduction de la douleur. Donc, ça va être vraiment dans le but surtout au niveau post-opératoire de médicaments, donc soins du coup pour gérer la douleur et accompagner du coup le patient. L'aspect chirurgie qui se développe beaucoup, notamment du coup pour les petites chirurgies. Vraiment, au niveau tout ce qui est lié à de l'anesthésie locale, etc. Donc là, on a vraiment de l'hypnose qui va se mettre en place dans la préparation finalement du patient et éviter effectivement de mettre des anesthésies qui sont quand même assez. C'est quand même un protocole assez lourd, il faut savoir, au niveau du traitement, enfin voilà, au niveau médical. Donc, si on peut éviter effectivement de sédater, c'est toujours plus intéressant. Ensuite, la qualité de vie au travail. Donc, on parle plutôt voilà on est sur de la méditation, sur du retour au calme, à la gestion du stress. Ça, c'est aussi très intéressant pour pouvoir apaiser l'esprit. C'est un sujet qui, avec le confinement, je pense, est un très grand
qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses à faire aussi sur ce sujet-là. Ensuite, les soins palliatifs. Là, on est dans l'accompagnement, la gestion, des émotions, l'apprentissage à l'acceptation, en fait. Ça, c'est vraiment un point très, très important sur cette partie soins palliatifs. Ensuite, on va avoir un dernier, donc un avant-dernier, Laureline, aux troubles alimentaires, aux troubles du comportement, où là, effectivement, c'est quand même un outil qui est quand même très fort. Donc, notamment, alors moi, j'avais notamment beaucoup creusé les études sur la thérapie cognitivo-comportementale et la VR, mais on est sur des sujets quand même qui sont très proches, et les impacts, en fait, pour ces soins sont vraiment très intéressants, grâce à l'outil VR, en fait, tout simplement. Et le dernier, qui est effectivement très spécifique, c'est l'accouchement sans péridurale. Donc, pour accompagner aussi, donc, dans la même notion que la douleur, en fait, là, on va agir sur la perception, en fait, de la douleur. Ce qui est intéressant, en fait, une subtilité, je pense que Laurine reviendra dessus. Est-ce qu'on agit sur la douleur ou est-ce qu'on agit sur la perception de la douleur? Ça, c'est vraiment un point, moi, qui, pour le coup, me passionne beaucoup sur les neurosciences. C'est un grand sujet. Donc voilà pour les grands champs applicatifs. Après, effectivement, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, on va dire, c'est les plus usités au niveau médical, qui sont en développement en ce moment sur cette technologie et sur cet accompagnement thérapeutique. Tranquillement, mais sûrement, effectivement, on va glisser sur la réalité virtuelle et l'hypnose. Parce que comme vous l'avez bien compris, en fait, une pratique médicale particulière, qui est utilisée d'ailleurs depuis très longtemps. Vraiment les premiers médicales, c'est des années 50, 1950. Et on a, dans certaines cultures, c'est utilisé depuis des centaines d'années. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de documentation sur l'hypnose. Et en fait, la technologie est venue rajouter un outil, est vraiment venue rajouter un outil. En fait, ils ont repris, alors c'est un petit peu ce qu'expliquait Elsima la dernière fois. Je vous ai d'ailleurs remis, alors comme d'habitude, on pourra vous partager d'une façon ou d'une autre le slide. Et en fait, je vous ai mis un lien sur le meet-up de la dernière fois. Le but, ça a été vraiment de reprendre ces codes, donc les codes dont on parlait tout à l'heure de l'hypnose, pour les intégrer à des programmes de réalité virtuelle qui permettent, de fait, d'aller chercher cet état de conscience modifié et qui permettent d'avoir vraiment une phase d'induction, une phase profonde, une phase de retour. Mais, donc, ça c'est venu de quoi? C'est venu du fait que l'hypnose, c'est pas facile à faire. D'accord? Il faut avoir de l'entraînement, il faut avoir une bonne formation et il faut avoir de la confiance. Vous n'avez pas la confiance donc pas la pratique suffisante et pas l'impression de ne pas avoir le temps, par exemple, ça va être très difficile de le mettre en place. Parce que selon le soin que vous allez faire, ça demande un challenge de réussite. Typiquement, vous êtes au bloc opératoire. Si vous sentez, bon, vous allez mettre le patient sous sédation, mais enfin, le sentiment d'échec pour le soignant qui l'a fait, il peut être important. Donc, c'est le genre de choses, en fait, qui a fait que même des personnes donc elles sont relativement peu nombreuses, et en plus, les personnes qui ont été formées, eh ben, elles ont eu un peu la réticence de l'utiliser. Un peu dommage, quand même. Et gourmande de temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer dans déployer quelque part? On a donc repris les codes et réétudié comment on pouvait faire intégrer ces codes-là à la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle va prendre en compte tout l'aspect visuel, était d'ailleurs parfois un frein dans l'hypnose classique, parce que dans l'hypnose, on vous demande d'imaginer, l'hypnose directionnée, on vous demande d'imaginer que vous êtes bien, que vous êtes là, tel endroit, tel endroit. Il y a des gens, ils sont incapables d'imaginer quoi que ce soit. Donc, ils font appel à des souvenirs, mais il suffit que ce ne soit pas dans leurs souvenirs et vous êtes à côté. Là, directement, la partie visuelle, elle est prise en charge. On lui impose. Donc, déjà, on a une facilitation de cet état, de ce départ-là. Après, vous avez tout ce qui est musique qui va être
très bien reprises et très bien utilisées avec des sonorités, des fréquences particulières qui vont être plus adaptées à la perception, enfin à la détente du cerveau. Et puis après, on aura la possibilité de rajouter une voix qui va effectivement guider le patient jusqu'à voilà, jusqu'à l'état qu'on lui, jusqu'à cet état dissociatif. Et effectivement, par exemple, c'est le cas effectivement pour Mind, on va pouvoir rajouter de la cohérence, l'exercice cardiaque, de la ça, c'est réutiliser des codes. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait la pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas s'adapter au patient et que l'expérience sera la même, enfin, même s'il y a différents scénarios possibles, on aura toujours les mêmes scénarios. On n'a pas un scénario par patient. C'est pas possible à un moment donné. Donc, même si c'est une grande variété, on va quand même rester sur le même type de scénario qui seront adaptables, etc. Ce qui veut dire que même si on répond au code, on n'est pas dans de l'hyper au sens du terme. Et ça, voilà, autant c'est facile, on va dire, au niveau du langage, d'avoir cet appui de langage-là et de dire, OK, on va utiliser ce mot parce que c'est parlant. Autant ça peut être aussi mal perçu parce que, quelque part, certains peuvent avoir l'impression qu'on vend du rêve et qu'on vend, c'est un peu voilà, un terme marketing et que du coup, c'est pas un terme à employer parce que du coup, les gens, ils sont un petit peu perdus, puis après, qui fait quoi, puis tout est hypnose. Voilà. Comment est-ce qu'on sait qui va répondre vraiment à ces codes et qui l'utilise dans le marketing? Voilà, il y a des petits. Donc, autant c'est vulgarisant, ça va permettre que tout le monde comprenne de quoi on parle rapidement, autant ça peut parfois être utilisé à mauvais escient. Et il y a certains producteurs de contenu que j'ai rencontrés qui trouvent que c'est presque du charlatanisme, entre parenthèses, que de vendre ça comme de l'hypnose médicale. Ça n'en est effectivement pas au sens très strict du terme. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, selon les produits, enfin les solutions qui ont été inventées, qui sont parties souvent des mêmes constats, et ben on va avoir des réponses différentes. Il y en a qui vont vraiment partir sur des codes qui vont permettre la phase d'induction, la phase de défense. Pourquoi est-ce qu'il... Oui, oui, mais en fait là, ce qui m'inquiète plus, c'est mon casque qui est en train de me lâcher considérablement. Je ne vous jouerai plus de mauvais tours, c'est promis. Voilà. Donc là, Et de retour. C'est je bien. découvre le problème technique. Retour, j'adore. Chacun son tour, hein, j'ai envie de vous dire. La dernière fois, c'était... Et c'est oui, et c'est pour ça que je suis en pleine empathie avec toi là. Donc voilà, donc en fait, selon les solutions, on va effectivement Chacun avoir une son tour. réponse. Selon les réponses, on va donc avoir effectivement différentes façons de faire les choses. Et donc, on va avoir soit des gens qui sont partis vraiment sur ces codes au sens le plus strict possible, et on va avoir des gens qui se seront dit, bah ouais, mais si on veut pouvoir faire des gestes très courts, on va pas pouvoir prendre le temps de faire la phase d'induction, la phase de... Donc, on va faire des choses qui seront peut-être un petit peu plus éloignées des codes de l'hypnose, mais qui seront plus directes. Donc peut-être plus dans la distraction de l'attention que vraiment sur de l'hypnose, sur des codes de l'hypnose. Pour autant, ça marche très très bien. Là, je vous ai. Alors, le but, c'était pas de vous faire de la pub pour qui que ce soit. Donc, je vous ai, comme ça, à brûle-pourpoint, mis des noms, on va dire des têtes de liste. En France, on a donc Elsie Mind qui est partenaire France Immersive Learning. Et puis, on a Bliss, l'effet papillon, qui est au niveau de Laval, enfin toute la partie là. Et puis, on a HypnoVR qui, eux, sont plus sur l'est de la France, le nord-est. Après, ils sont éparpillés, bien sûr. Chacun a de la clientèle un peu partout. Au niveau européen, en Belgique notamment, on a Au Confort qui font des bons produits également. Et puis aux USA, on a Applied VR parce que voilà, eux, on les connaît bien. Ils ont fait suite à leur dernière levée de fonds. Là, on voit bien de qui on parle.
Voilà. Et du Donc ça, c'est coup, vraiment extrémiste. Il y en a pour en revenir un peu à la question qui a été posée dans le chat et que moi je me pose aussi pour le coup, là on parle vraiment d'hypnose médicale, donc on imagine assistée par du personnel médical qualifié. Mais est-ce qu'il existe aussi des applications d'hypnose personnelle, on va dire? Alors, hypnose, comme tu disais, abus de langage, etc. Mais est-ce qu'il existe aussi des applications d'hypnose personnelle qu'on peut utiliser nous-mêmes à la maison, par exemple? Je ne sais pas si on est pratiquant de la méditation pleine conscience ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qu'on peut utiliser aussi Alors non, facilement? pour reprendre la question du chat qui était: «Est-ce qu'on peut rester bloqué?» Du coup, non, on ne peut pas rester bloqué. Parce que en fait, dans tous les cas, vous avez la phase de retour et effectivement, il y a des personnels qui sont autour de vous et qui vont vous aider à revenir. Donc il n'y aura jamais de problème. Et du coup, ça répond aussi à ta question, c'est que à un moment donné, on ne peut pas se permettre de donner ça, c'est pas enfin, ça c'est l'hypnose a tellement et surtout dans un cadre où c'est accompagné par une innovation et un produit technologique, on ne peut pas se permettre de donner une réponse comme ça sans cadre. Thimodé, la dernière fois, l'expliquait très bien. Il disait ce qui serait bien, c'est qu'à terme, on ait ça à domicile, au même titre qu'on nous prescrit les médicaments, on nous prescrirait une solution d'hypnose, enfin d'hypnose-like, du coup, en VR. Effectivement, ça peut être une bonne idée, mais ça inclut qu'il y ait vraiment toujours ce rappel médical derrière qui fasse office de garde-fou. Ça, c'est vraiment très très important. Parce qu'on reste on reste dans du produit médicalisé. Derrière, il faut voir qu'il y a derrière, il y a beaucoup d'années de recherche. Derrière, il y a un travail médical, il y a des quoi qu'on appelle ça? Aidez-moi, j'ai perdu le mot. Il y a des Des, protocoles. des essais. Voilà, il y a des protocoles d'essais, des choses comme ça, qui ont été mis en place. Donc, c'est des protocoles de recherche qui sont très, très poussés. On peut pas, voilà, on peut pas se servir de ça comme un Doliprane, quoi. C'est pas là pour le coup, faut qu'il y ait quand même un petit peu plus de charge derrière et de sérieux derrière. Euh, Ça n'empêche pas que certaines applications qui sont peut-être moins poussées sur la partie hypnose-like et qui seront peut-être plus légères et donc plus dans la distraction de l'attention, elles pourront être utilisées pour faire par exemple de l'accompagnement à la méditation. C'est possible. Et à ce moment-là, c'est pertinent de l'avoir à la maison. D'ailleurs, des applications méditatives, aujourd'hui, vous allez sur les stores, vous en avez plein et ça marche bien. Mais c'est le genre d'application qui ne va pas inclure d'état modifié de conscience et donc ne vous provoquera, enfin, entre parenthèses, ne pourra pas provoquer de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que oui, il faut bien effectivement distinguer du coup il y a différentes phases, notamment. Alors moi, je m'étais intéressée au sujet. Alors j'ai commencé par la sophrologie il y a très longtemps, ensuite la méditation de pleine conscience, et ensuite j'avais fait un module de formation d'auto-hypnose au CHU de Moucron il y a quelques années, Mhm. dispensé par des médecins, très 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 encadré. Et en fait, effectivement, on voit bien effectivement, alors autant quand on est formé et autant quand on pratique, la différence de paliers. On sent vraiment des paliers différents entre la simple cohérence cardiaque à la méditation de pleine conscience où on sent un état un peu de torpeur qui apparaît, et l'auto-hypnose où là vraiment on a une sensation de décrocher en fait qui se passe. Et effectivement, c'est du coup on n'est pas sur les mêmes périmètres finalement du tout d'intervention. En fait, il n'est pas du tout sur les mêmes protocoles et du coup pas du tout les mêmes cadres. Mm. Tout à fait. Pour vous donner une petite anecdote personnelle, il y a quelques années, j'avais une amie qui faisait de l'hypnose médicale en cabinet et à qui on apprenait l'auto-hypnose et qui m'avait donné deux, trois astuces, deux, trois infos. À cette époque-là, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et un soir qui n'a pas été fait comme un autre, je me suis sentie mal, voilà, crise d'angoisse, tout le bazar. Et je me suis souvenue de cette copine qui m'a dit: «Ah, mais il faut faire ci, ci, ci. Enfin, voilà, faut faire ça, comme ça, comme ça». Et j'ai appliqué, mais on va dire, mais bêtement, vraiment, ce qu'elle m'avait dit. Et je me suis retrouvée, mais pour le coup, coincée dans un état complètement arrachée de moi-même. Et heureusement que j'étais pas toute seule Perché. et que la personne, non, mais c'est ça, je me suis complètement perchée toute seule.
Et heureusement qu'il y avait quelqu'un avec moi qui a en fait suivi le départ du truc, qui a compris que j'étais partie, très loin et en fait, qui m'a aidée à remonter. C'est-à-dire, bah, voilà, elle m'a fait faire le petit chemin, à l'intérieur et elle m'a dit: «Bon, bah, maintenant ça va aller, tu vas pouvoir revenir, nin nin». Et heureusement que j'avais ça parce que finalement l'hypnose médicale, si elle n'est pas contrôlée, par une personne qui sait ce qu'elle fait, que ce soit, soi-même ou que ce soit une personne à côté, effectivement, elle peut mener à des situations un petit peu houleuses, quoi. Et notamment Et quand pour, on parle de oui? ah, vas-y. Et pour rebondir sur ce que tu disais, dans les protocoles de formation en auto-hypnose, la première chose qu'on apprend, c'est à poser les fameux verrous. Ou que s'il y a une action qui va à l'encontre de soi-même, en fait, on revient à un état d'éveil, en fait. C'est la première chose qu'on met en place avant de se mettre en état d'hypnose. C'est C'est ultra ça, important et ça, pour le coup, les formateurs vraiment ne rigolent pas avec ça. Moi, une fois, je me suis mis exact. pendant la formation, je me suis mis en état d'hypnose, mais de manière un petit peu trop, j'ai pas fait les paliers. Je me suis retrouvée en mode, j'avais l'impression de m'avoir pris un coup sur le front, en fait, parce que je suis passée, d'un état à un autre et je le refais pas 2 fois, à titre personnel. Mais dans ce cadre-là, c'était sécurisé parce que j'avais des médecins, en fait, qui nous formaient, qui étaient présents. Donc c'était un cadre, c'était encadré. Donc du coup, vaut mieux effectivement, ouais, je conseille vraiment de pour l'avoir de bien suivre effectivement les protocoles et d'être, si on est intéressé, de suivre des formations sur le sujet par des personnes qui disposent de l'expertise. Et du coup, ça rebondit effectivement sur ce qu'on disait là, c'est-à-dire que, au niveau de la réalité virtuelle et donc de l'hypnose, ça demande un encadrement qui est assez strict finalement. Et au niveau des productions, et donc là, peut-être faire un petit point par rapport aux gens qui aujourd'hui font de la production. Il faut se voir qu'en France, la partie analgésie, à mon sens, c'est l'une des mieux traitées. C'est-à-dire qu'en réalité virtuelle santé, je vais pas vous cacher. Alors après, c'est mon esprit d'idéaliste, attention, hein, cet avis n'engage que moi. Mais en tant C'est bien, tu qu'idéaliste préviens. non, mais voilà, je préviens de pas me faire de pas me faire sentir. En tant qu'idéaliste dans la VR, j'ai tendance à trouver que la France, on est un petit peu à la traîne en VR santé. Mais quand même, dans tout ce qui est, analgésie, je trouve qu'on est, plutôt vraiment bien. On a des pionniers, les 3 là dont je vous parle, qui sont vraiment des pionniers en France, et qui en fait ont vraiment fait des belles itérations. Alors ils sont comme tout le monde, hein, ils ont tâtonné au début, puis finalement maintenant, ils sont de plus en plus au top. Mais on a vraiment des belles choses de faites en France, sur la partie analgésie. Et pourquoi? Parce que chacun d'entre eux, alors avec la vision, ils ont chacun une vision très particulière et très à eux de ce qu'il faut. Ce qui est bien parce que du coup, quelque part, ils sont, enfin pour moi, encore une fois, avec ma vision idéaliste, ils sont plus en concurrence, ils ont réussi à faire quelque chose qui les complémentarise des uns les autres. Je suis pas sûre qu'ils le voient comme ça, mais moi, c'est comme ça que je les vois. Pour moi, ils sont tous complémentaires des uns des autres, ce qui est juste génial. Mais voilà, avec leur parti pris et leurs décisions chacun, en fait, ils sont tous partis de cette volonté de coller vraiment aux attentes médicales. Et vraiment de garder ce côté, on est très encadré, on sait qu'on est dans un milieu très cadrant, qui a des exigences très particulières, et on va faire en sorte de coller à ces exigences. Et donc ils se sont, mis en partenariat avec des médecins, avec des conseils scientifiques, enfin voilà, il y a vraiment un gros, gros boulot derrière que d'ailleurs je félicite, pour tous parce que c'est vraiment un travail de fourmi, surtout pour des gens qui ne sont pas forcément du milieu, de retrouver cette cohérence entre les 2 milieux, et qui est très, très bien traitée par ces différents membres. Alors pour le coup, je Et me permets Aurélie, de vous interrompre. Je t'en On prie. a beaucoup de réactions dans le chat par rapport à l'histoire dont tu parlais, où tu as pu rester un peu coincé. Voilà, Oui. des personnes sont sceptiques, des personnes sont inquiètes sur le fait qu'on puisse rester coincé dans un état hypnotique. Je pense qu'il faut un peu plus pousser le sujet là sur cette histoire-là pour calmer les interactions, enfin calmer les interrogations dans le chat. Voilà. Alors en fait, rester coincé, c'est un grand mot. C'est-à-dire que vous resterez jamais coincé dans votre inconscient. Parce qu'à un moment donné, enfin, l'hypnose, c'est ce que je vous disais, c'est un état qui permet, si on grossit le trait, de communiquer
entre le conscient et l'inconscient. Le conscient va rester là, il va rester réveillé, il va rester alerte de ce qui se passe. Et pour autant, l'inconscient va réussir à prendre un petit peu le dessus et à dire ce qu'il a à dire, en fait. Même si vous restez coincé quelque part dans un voyage, que vous avez du mal à en revenir, parce que vous êtes dissocié à cet endroit-là, il va y arriver un moment donné où vous allez repartir en mode sens d'échec, si vous voulez. Votre conscient va revenir, voilà, votre conscient va forcément finir par reprendre le dessus parce que c'est comme ça que votre cerveau est câblé. En tant qu'être humain, vous êtes câblé pour que le conscient prenne le dessus sur l'inconscient. Donc, de toute manière. C'est ça. Pour que de toute manière, ce genre de choses où vous êtes coincé n'arrive pas. Alors, moi, j'ai pas poussé le vice. La fois où ça m'est arrivé, j'étais avec quelqu'un et ça s'est très bien fini. Voilà. Je pense que j'aurais été toute seule. Je serais restée perchée un petit moment. Mais j'aurais fini par soit m'endormir, parce que c'est souvent ce qui arrive. Hein, dans les états d'hypnose, il y a des gens qui s'endorment, qui finissent vraiment par. Le cerveau, entre parenthèses, s'éteint. Ok, je suis apaisée, j'ai trouvé mes solutions. Le conscient et l'inconscient ont fait la paix. Eh ben, écoutez, c'est bien, allons faire un petit dodo. Et quand vous vous réveillez, ben, c'est comme si vous vous réveillez d'un gros rêve, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, ben, un bruit fort à l'extérieur, une lumière forte ou quoi que ce soit peut vous sortir de cet état. Et c'est d'ailleurs l'un des gros soucis, c'est que sur tout ce qui est hypnose avec aide virtuelle, euh, si certains codes mécaniques et techniques sur lesquels on va revenir ne sont pas bien gérés, eh ben, on va sortir les patients de cet état. Ils vont le sortir naturellement de cet état. Parce qu'en fait, le conscient va dire, mais attendez, là, là vous ne m'aurez pas deux fois. Non, ça va pas. Donc, il va reprendre le dessus parce que naturellement, il est fait pour reprendre le dessus. Qui est aussi pas mal dans l'hypnose, Marie. Tu corrobores ce que je dis. Oui, carrément, complètement. Là, pour le coup, c'est vraiment, je parlais de mode par défaut, en fait, qui est l'état d'éveil, en fait. Il faut vraiment le provoquer, l'état d'hypnose. On va provoquer, effectivement, via, tu le disais très bien tout à l'heure, des ondes différentes dans le cerveau. Donc, c'est quelque chose, voilà, qu'on va aller chercher et que effectivement on va pas rester dans cet état effectivement de torpeur ou d'état de conscience modifié ad vitam, clairement. Moi je parlais aussi de l'expérience où effectivement je me suis retrouvée un peu trop violemment d'un coup en état effectivement d'auto-hypnose, mais c'est pas en soi, c'est juste un inconfort en soi, c'est la même chose, mais on revient en fait, on réémerge en fait, etc. Et il n'y a pas de. C'est pas douloureux, c'est pas etc. Il n'y a pas de. Voilà. C'est juste un petit inconfort. Je pense que c'est ce que tu as dû ressentir parce que c'est une torpeur qui s'est prolongée. Et effectivement, c'est juste que tu es sorti plus rapidement grâce effectivement à un accompagnement de cette expérience. Mais voilà, dans tous les cas, Mais en soi, voilà. que vous soyez seul, qui est quand même relativement. Voilà, pas. Moi, je vois pas comment est-ce que vraiment vous pourriez vous retrouver coincé. J'ai jamais entendu personne qui soit retrouvé coincé dans un état de conscience modifié. Il faut voir qu'effectivement, c'est un état qui est recherché. Et même si vous activez, on va dire, le bouton par erreur, votre cerveau n'est pas fait pour fonctionner dans cet état modifié. Donc, il reviendra à son mode basique. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va peut-être passer sur la partie un peu plus technique. Marine, je crois que tu as fait pas mal de recherches sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a eu des recherches et puis il y a eu aussi quelques projets lorsque j'étais en freelance qui m'avaient été proposés dans ce domaine-là. Donc, on avait un petit peu défriché le terrain. Globalement, en termes de technique, ça reprend les codes que tu disais. C'est-à-dire que pour ne pas sortir l'utilisateur de l'état intermédiaire, il faut qu'au niveau graphique et au niveau des animations, ce soit assez travaillé et fluide pour que ça ait une certaine cohérence dans l'univers. Donc, on ne parle pas ici de réalisme proprement dit. On en a déjà parlé dans d'autres expertos, qu'on sait que l'hyperréalisme en VR provoque un inconfort certain. Donc on peut avoir des univers complètement
comment je vais dire, stylisé, mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence et que tout soit correctement, agencé pour que, bah, le cerveau, se dise, effectivement, c'est 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 «réaliste» entre guillemets dans le sens où, bah, il y a pas d'incohérence, majeure qui fait que je sors de cet état, éveil, «endormi» entre guillemets. Du coup, le framerate, c'est super important, hein, dans ce type d'application, hein, le moindre saut, Donc, oui? Donc effectivement, là, c'est une question justement, on pourrait croire qu'effectivement au niveau graphique, on se dirait: «Ben, je vais faire une application de méditation et d'hypnose. Je vais prendre des environnements complètement fantasques parce que c'est l'imaginaire, c'est l'inconscient et cetera». Tu penses que du coup ça fonctionnerait moins bien que qu'avec des environnements réels où il y a moins de dissonance cognitive? Comment? Hem, Je parce là, je peux pas, enfin, j'ai pas d'avis, spécifique n'ayant pas testé moi-même, D'accord. malheureusement. J'ai pas eu l'occasion de tester l'hypnose. C'est des retours qui ont été faits par Mmh. les équipes de médecins avec lesquelles on travaillait, qui ont remonté ce point-là. Laureline, toi qui en as testé quelques-unes, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu tu en penses? Alors, moi j'ai un parti pris, pour le coup, c'est encore une fois un avis qui n'appartient qu'à moi. Je trouve que les programmes qui sont faits, enfin les applications qui sont faites sur des programmes 3D, temps réel ou précalculé. Précalculé, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la qualité. Euh, je pense que c'est plus efficace pour parler vraiment d'hypnose parce que ça va vous permettre de coller vraiment aux besoins des codes de l'hypnose en fait. Si par contre vous partez sur par exemple, j'en ai vu hein, des personnes qui sont parties sur de la 360, donc de l'image réelle et voilà, des vidéos du réel, pour moi ça marche moins. Parce que justement, vous êtes encore trop ancré dans le réel, donc vous n'arrivez pas à vous sortir du réel. Donc votre conscient a encore beaucoup de force quand il voit de la réalité, quand il voit la réalité. Et aussi parce que il y a beaucoup moins de maîtrise de l'environnement. Alors il faudrait essayer, mais pour le coup ça crée des dissonances, d'avoir une vidéo 360 sur laquelle vous pouvez agir éventuellement. mmh. De rajouter des éléments. Typiquement, quelque chose qui se fait beaucoup, c'est tout ce qui est milieu, enfin tout ce qui est aquatique, parce que l'eau c'est un élément naturellement apaisant. Donc souvent on a de l'eau qui quelque part, donc un lac, une rivière, etc. Et en fait, il y a un petit bouillonnement de l'eau et on rajoute un petit brouillard. Enfin voilà. Et ce genre de choses à capter en 360, il faut se lever le bonjour, quoi. Si vous voulez le bon glou de l'eau, la bonne luminosité, c'est quand même super compliqué. Puis après, comme tu Sachant que, disais, ouais, pour le faire réagir, l'idée, ça serait de le faire réagir. Admettons, il existe des choses un peu comme ça, c'est en fonction de la respiration, du coup, l'eau peut s'apaiser, ou etc. Ça donne un indicateur. Mais alors, t'imagines, effectivement, en termes de tracking, alors waouh! là, on est encore sur un autre terme, hein. On est sur la dalle qui est en ce moment en construction chez les producteurs. Mais sur vraiment la partie 300, 360, donc la réalité versus la 3D, pour moi, la 3D est beaucoup plus intéressante et simple et efficace en fait. Parce qu'elle est gérable de bout en bout et parce qu'on peut vraiment aller au plus près du besoin de la réponse au code. Ce qui n'est pas faisable. Parce que typiquement, c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, moi ça me fait rire. On me dit, ah ben voilà, ça c'est une expérience au 360 qu'on utilise en maison de retraite pour faire de l'analgésie. D'accord, ok, j'essaye. Et je regarde par terre, il y avait des mégots par terre. Moi, je suis désolée, mon conscient, il meurt de rire, quoi. Et en fait, c'est un environnement 360 pour ça, doit être, à mon avis, parfait. Parce qu'il faut qu'il envoie quelque part, il faut qu'il envoie du rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si le conscient, il va s'amuser à jouer avec les imperfections pour garder le contrôle.
Encore une fois, c'est pas naturel de perdre le contrôle pour le conscient. Et les impulsions dans mon sens, il va se faire, mais Je suis plaisir, directe. quoi. Alors après, ça peut marcher pour des petites itérations de distraction de conscience, oui. Parce que justement, votre conscient, il va être amusé avec autre chose. Ça peut, je donne une balle avec un grelot pour le chat, quoi. Ça marche pas, les efficacité, pour C'est pas d'usage. c'est ça, c'est pas les mêmes cas d'usage. Ça répond à la question? Ça répond à la question et ça amène au deuxième point. Donc tu faisais effectivement la différence entre vidéo et 3D. Effectivement, entre on va pouvoir mieux gérer le déroulé de l'application et notamment, amener donc l'utilisateur à prendre conscience de son environnement, à regarder autour de lui. C'est l'intérêt aussi d'être complètement immergé, de pouvoir accéder à tout et de pouvoir aussi sur l'attention sur des petits détails comme un détail dans l'eau, comme tu le disais. On va pouvoir gérer tout ça facilement et au moment voulu, surtout en termes de rythme. Hem, sur lesquels il faut être très vigilant aussi, un problème qu'on a dans beaucoup d'applications, hein, en réalité virtuelle, c'est les déplacements. Parce que le but n'est pas non plus à la fois de faire décrocher l'utilisateur ni de le rendre malade. Donc pareil, étant donné qu'on est, «déambulation» entre guillemets dans ces attention aux différents types d'équipements pour ne pas, comme le framerate, hein, pour ne pas décrocher l'utilisateur et faire en sorte que tout se passe, le plus, smooth possible. N'est-ce pas? Complètement. Sur cet élément-là, pour avoir testé en fait, il y a 2 grands voilà, 2 grands partis pris. Il y a ceux qui font des déplacements artificiels très, 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 très lents Mmh. et donc du coup qui vous rendront pas malade parce que vous avez votre cerveau a le de se dire: «OK, je me déplace un petit peu, je le sens pas, c'est normal». Enfin, il a le temps de faire l'adaptation qui fait qu'il est pas malade. Et vous avez les gens qui ont pris le parti pris de faire des fondus entre la vue A et la C'est vue B. saine. Euh, ben, honnêtement, je suis pas sûre de pas préférer celle qui se fait tout devant. Ou alors, il faut que le foot soit super bien géré. Si ça se déplace trop vite, effectivement, ça finit assez mal. Encore que, si c'est bien fait, je me souviens d'une solution que j'ai croisée. Alors, pour vous donner qui, on n'est pas là pour trop faire de la pub des qui. Alors comme ça, moi, ça m'arrange. Donc, je ne sais plus qui. Mais c'était une expérience, effectivement, vous vous déplaciez pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, le truc avait été étudié pour qu'en même temps que vous vous déplacez dans l'appli, c'est dans la réalité. C'était un truc de malade. Et en fait, j'avais pensé que c'était vraiment super intéressant parce que du coup, vous preniez le patient à un endroit A et vous le faisiez aller à un endroit B et il avait l'impression de faire vraiment le voyage avec vous. Mmh. Et j'avais trouvé ça C'est juste intéressant. génial. Ouais. Donc, à creuser ce genre d'idée, mais j'avais trouvé ça super sympa. Et pour le coup, la cinétose, là, vous la Ah non, c'est bon. mettez dedans. Sachant qu'en Ouais. plus avec la VR, on peut facilement tromper le cerveau en faisant croire à la personne qu'elle a parcouru, des kilomètres et des kilomètres alors qu'en fait elle tourne en rond dans une même pièce. Ah, Donc il est énorme, elle est énorme cette vidéo où on voit la personne qui tourne en rond et elle est persuadée d'aller tout droit et elle marche dans le jeu. En fait, on pourrait avoir c'est des ça. zones, on pourrait avoir des gardiennes avec des zones en rond en fait chez soi, dans son salon et se faire des randos de 10 kilomètres quoi. C'est C'est un peu ça. Du coup, il faut quand même Le- prévoir l'univers virtuel en fonction et faire certains passages, obliger certains passages pour, que la personne tourne sans s'en rendre compte et cetera. C'est tout un travail, d'ergonomie et de game design à penser, mais ça se fait, ouais. un peu pseudo-haptique, tu sais, dans le sens illusion, en fait, ça, illusion d'optique du cerveau pour pouvoir générer des comportements. Enfin, tu vois, là, le fait effectivement de tronquer le côté, effectivement, je tourne en rond, en fait, au niveau des capteurs, en fait, pour du coup ne pas donner cette sensation-là, en fait. Non, c'est intéressant.
il y a plein de choses à Ouais, faire, ça. juste petite digression, mais vu qu'on a un peu de temps, je fais la petite digression. J'ai essayé il n'y a pas longtemps la visite du site des pyramides par émissive, Mhm. voilà, qui a eu une petite partie démo au lab. Et, et en fait, tout le long, je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais pas me prendre une table. Et en fait, non. Vous vous déplacez, vous faites. Enfin, voilà, nous, on a fait la version courte de la visite. Mais du coup, on se déplace dans tout un tas de salles, de toute la. Voilà, on visite la pyramide, on visite plein de trucs. Et on est dans un espace qui est quand même si le lab Mhm. est assez grand, c'est quand même pas, c'est Ça, quand même pas le c'est site de Khéops, si vous voulez. c'est vrai que en même temps, c'est un beau Guardian, comme c'est la zone de Verrières et pas mal, on va dire. Oui, mais bah, c'est quand même pas Khéops, quoi. Non, oui, c'est pas Kéops non plus, mais Et en fait, vous vous déplacez et vous avez ouais, vraiment l'impression que, voilà, que vous avez que vous avez marché dans tout le site et tout, c'est super grand. Et en fait, ouais, vous êtes resté dans le lac, quoi. Enfin, moi, j'avais toujours la petite appréhension et en fait, au final, mais, mais c'est incroyable, rien touché. Après, voilà, c'est leur boulot à plein et ils ont développé le truc, mais effectivement, il y a des très très belles choses qui sont faites là-dessus. Fin de la digression. Alors au niveau, autre point très important aussi, l'utilisation donc de la voix off, qui doit être posée, avoir le bon rythme, hein, ça reprend ce qu'on disait dans les codes au départ. Pouvoir utiliser une musique adaptée et réfléchie. D'après ce que j'ai pu comprendre, les personnes ne réagissent pas au même trigger. C'est ce que tu disais, certains seront attirés par plutôt le visuel, d'autres auront les yeux fermés, voire endormis, et seront plutôt concentrés sur la voix ou sur la musique. Donc c'est important, je pense, d'avoir les trois éléments. Je suis désolé dans le chat, je vais rechercher les filles puisque le Discord a crash. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. Je suis en train de bricoler un truc sur un autre PC à côté et forcément, alors, on va faire un truc comme ça. Je vais faire. Tac, voilà. Donc je suis désolé, c'est 100% ma faute. Donc je vais aller chercher tout de suite ce que j'ai. Vous allez voir, c'est complètement stupide. J'ai réinitialisé un mot de passe sur un autre Discord et je me suis planté de Discord à réinitialiser. Du coup, ça a réinitialisé celui que j'étais en train d'utiliser et j'ai perdu les films. Voilà, parce qu'il m'a déconnecté de l'autre. On y est, on y est, on est de retour avec Pourquoi? les filles. Voilà. Rebonsoir les filles. C'est moi qui ai eu un Un lag de bug. cerveau et voilà. Et du coup, on est de retour. Voilà, vous avez été déconnecté une petite seconde. Tac, 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 tac. Je vous rends le live. Pardon. Bon, bah, je sais on plus a ce eu qu'on disait. le bug de Du la coup, soirée. du coup, voilà. Du coup, on se disait que effectivement, ce qui pouvait être intéressant, c'est que le praticien puisse couper la voix, garder la musique et avoir un retour écran en direct pour pouvoir accompagner et faire le travail de réassurance et d'accompagnement, surtout pour le mettre en place la phase d'induction et mettre en place cet état modifié. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et avoir, alors ça c'est la petite brique qui est en train d'être travaillée en R&D en boîte aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser, parce qu'en médecine on n'en manque pas de capteurs biologiques, hein, c'est des choses qu'on a, surtout quand on parle de bloc opératoire, des capteurs on en a plein partout. On peut capter la fréquence respiratoire, on peut capter le pouls, on peut capter plein de choses, et en fait pouvoir adapter ce qu'on va capter, enfin pas au discours, mais en tout cas à ce qui va se passer dans le, dans l'univers visuel. Typiquement, vous savez, ces petites silhouettes là qu'on peut retrouver qui vous aident à respirer. Mmh. Timothée en parlait très bien. Ils en ont une petite sphère, la rigolote, qui se trouve. Enfin, au début, elle est devant vous, puis après, dans le programme, elle bouge de place. Et en fait, du coup, votre conscient, il s'amuse à la chercher
pendant que l'inconscient travaille sur tout le reste. C'est assez rigolo. Et en fait, cette petite boule, elle a aujourd'hui elle va vous aider à inspirer, expirer, mais sur toujours la même fréquence. Et en fait, il faut savoir qu'on est tous différents au niveau de la capacité pulmonaire. Moi, je sais que quand je suis dans un état justement de méditation, j'ai une fréquence respiratoire qui est très très en dessous de ça, de ce que eux présentent. Et du coup, pour moi, c'était pas suffisant. Et en fait, on peut se dire que, on sait que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on sait que entre l'état de conscience et l'éveil et l'état hypnotique, on a tel de de différence de fréquence respiratoire et que du coup, on va aider dans cette phase d'induction, en partant de l'éveil du patient et des capteurs qui nous font ces retours-là, à descendre tout doucement vers le patient pas plus loin. À ce moment-là, l'application, enfin le petit guide reste, voilà. Mais tout ça, c'est un travail de feedback qui est énorme, qui est titanesque, et qui est en R&D, mais qui n'est pas, intéressant. Je te rejoins, on est complètement connectés, comme d'habitude, Laureline. J'allais parler de l'hyper-personnalisation, en fait, mais c'est complètement ça. C'est de pouvoir avoir des paramètres où on pourrait effectivement mettre avec ou sans la voix, le rythme de la voix, le rythme de la progression aussi. Parce que des fois, on a plus de mal à rentrer dans cet état, en fait, dans la phase d'induction, etc. Et du coup, on sait, par exemple, il y a des fois, on est très stressé, on a une journée compliquée, et on sait qu'il nous faudra plus de temps. Du coup, pour pas que le déroulé, en fait, des fois, on court après le déroulé quand c'est comme ça, quand on a du mal à suivre et à rester concentré sur le déroulé. Et du coup, on dit voilà, aujourd'hui, je vais avoir plus de mal à m'immerger en fait dans la séance. Du coup, je m'autorise à redescendre beaucoup plus doucement parce que du coup, sinon, je vais devoir courir après en disant oh mince, la sensation de oh mince, j'ai encore, j'ai pas pu suivre ce qu'il a dit, où j'en suis. Puis au final, ça fait l'effet inverse. Tu es stressé parce que tu dis ah, j'ai loupé, j'étais dans mes pensées, j'ai loupé une demi du discours hypnotique ou de la méditation. Et en fait, ça fait un effet inverse en fait dans l'utilisation. Donc ça, c'est aussi un truc. Donc tout ce qui est hyper personnalisation, notamment aussi, moi je pense qu'avec des petits bracelets, tu sais, qui prennent les impulsions nerveuses et autres, ou les constantes comme le rythme cardiaque, et qui puissent avoir une IA qui tourne en parallèle pour avoir une expérience personnalisée, ça peut être très intéressant aussi. On parle de tout ce qui est emotional adaptative experience, ça c'est un grand sujet. Et donc je pense qu'effectivement il y a plein de choses à faire pour que du coup cette particularité des personnes face à cet état, en fait, à ces phases, soit plus pointue. Mais je pense qu'on y arrivera au fil de l'eau, mais il faut d'abord, voilà, il faut y aller pas par pas parce que c'est quelque chose d'assez pointu et de très technique. Mais je pense que oui, on y arrivera à moyen terme, je pense. Vu les avancées. Il y a un produit qui est arrivé au lab il n'y a pas longtemps de chez NextMind. Pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est une espèce de petite ceinture que vous mettez autour de la tête. Et en fait, vous avez un capteur qui va prendre justement les différentes ondes émises par le cerveau et qui va vous permettre de vous diriger dans la virtualité grâce à juste grâce à ce capteur-là et pas avec vos contrôleurs. Et en fait, je me dis que teaser pour les gens qui travaillent dans dans le milieu là dont on est en train de parler, si ça vous intéresse de joindre ces gens-là pour justement avoir cette partie feedback neuro dont parlait Marie juste avant, je pense que à vue de nez, il y a une petite, il y a une idée là, vous voyez, qui vole quelque part, qui est Il y attrapée a au une vol. bouteille à terre. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais avec notre œil, on va dire très extérieur, ça peut être une idée. Voilà, parenthèse fermée. Voilà. On a une idée comme ça qui pop en plein milieu d'un expert talk, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Et du coup, le dernier point, Marine, parce qu'on t'a coupé. Le dernier point, vous venez d'en parler, qui est la visualisation. sans transition. Voilà, donc la visualisation de la respiration pour accompagner la relaxation, ou aussi, dans le cas des douleurs chroniques dont on parlait au début, la visualisation de la zone douloureuse qui permet aussi du coup d'aider à contrôler, hein, à atténuer la douleur sur la zone du corps. Okay.
Les protocoles de scan corporel qu'on peut retrouver où en fait en méditation, en fait, on fait le scan, c'est ça, hein, Laurélie, moi j'ai un de ces protocoles en méditation, tu fais ton scan corporel, etc. Là, tu focus sur un endroit effectivement, une sensation de douleur pour pouvoir l'enlever, c'est ça. Enfin, la diminuer en tout cas. Et pour faire la toute petite digression, mais ce soir, je suis dans un esprit digressif. Alors, désolée, je dis pas ça. La rebelle. Oui, bah, c'est comme ça qu'on... Bref, dans mes multiples casquettes, j'ai celle de la maîtrise de Reiki. Oui. Le Reiki, c'est un accompagnement thérapeutique énergétique, on va dire ça comme ça. Parce que certains diraient que c'est de la médecine parallèle, du charlatanisme, du vaudou, je sais pas quoi. Et utiliser l'énergie pour du pas visiblement et utiliser ces énergies pour en fait mettre au diapason l'énergie du corps d'une personne avec l'énergie de son environnement, grosso modo. Je vous la fais vite, mais grosso modo c'est ça. Et souvent, ce qui nous est rapporté, c'est oui, mais c'est imperceptible. En fait, je me dis que sur une appli virtuelle, travailler sur ces auras, sur ces visions finalement de l'énergie sur une personne, sur un corps, ça peut être typiquement avoir une silhouette avec effectivement la partie du corps qui est incriminée. Parce que la personne de je vais diriger vers telle zone de mon corps, etc. Que ça l'aide en fait dans cette prise en charge-là, qui est une prise en charge plutôt méditative pour le coup. Parce qu'il y a aussi une idée par là, donc je vous la souffle. De regarder le replay. Voilà. Ouais. Tous ceux qui tous ceux qui sont concernés, je vous envoie le mail avec le replay dès que possible. J'ai toutes les idées. Effectivement, je pense que je connais 2-3 labs en question qui seraient intéressés, qui travaillent déjà sur des sujets. C'est ça. Et donc, tu voulais nous parler, Marie, de ça. Oui, alors de ça, voilà, de ça. Alors c'est un film en fait, donc c'est sur la thématique de l'hypnose. C'est un film vers 360 degrés, qui est un film donc, qui a été donc un projet de Marie-Laure Cazin, qui a été effectivement présenté en avant-première au Festival de Laval Virtuel en mars 2019, donc c'est pas rien, clairement. Alors qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement, ça raconte la dernière hypnose de Freud qui l'a amené à inventer la psychanalyse. Donc rien que ça, hein, normal quoi, simple, efficace. Et effectivement, dans ce film, donc on est sur effectivement notamment un projet qui est un projet art et sciences avec le développement d'un prototype je vais y arriver, émotif VR. Donc là, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure entre l'emotion adaptative experience, où effectivement le film varie en fonction des émotions des spectateurs, qui sont réalisés par des casques EEG en fait, donc un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, Laureline, donc électro et encéphalogramme qui captent en fait les activités cérébrales. Et oui, non, oui, ça fait un peu Matrix dit comme ça, mais non, c'est vrai. Et en fait, le film va répondre aux ressentis des spectateurs en temps réel, d'une part, et Marie, On n'entend plus. on t'a Simplement. perdu. Ma question, ça serait effectivement là sur ce sujet, est-ce que vous, ça vous intéresse? Donc sur le chat, n'hésitez pas. Ah, Sur ah, la fin. ah. Donc je m'étais Tu C'est as dit arrêté. ouais, donc juste que ouf. que tu étais en temps réel aux émotions et que oui, c'était vrai et que. Et que du coup le film répondait du coup aux ressentis des spectateurs et que ça du coup par des variations chromatiques et sonores. Donc tout à l'heure tu parlais effectivement de potentiellement adapter l'expérience hypnotique en fonction d'éléments en fait, de variables effectivement biologiques, comme le rythme cardiaque ou autre. Bah effectivement là on pourrait effectivement les conscientes pardon plus
Donc, pour le coup, on pourrait effectivement très bien penser à ce type de choses dans des solutions vers hypnose, clairement. Si on arrive à le faire sur un film, sur le sujet de l'hypnose, la frontière est assez fine. Je mettrai les informations concernant le film en question, comme ça vous pourrez aller regarder pour ceux que ça intéresse. T'as pas le capteur. Ah, vous m'entendez? Si je disais, si on n'a pas le capteur qui permet d'adapter en fait le. Parce Alors, qu'aujourd'hui, on peut visionner le film et est-ce qu'il faut un capteur du coup pour pouvoir le visionner? je pense que pour la version capteur, etc., je pense qu'effectivement, c'est un peu plus, voilà, on est sur des dispositifs très spécifiques. Après, moi, j'ai pas réussi à accéder au film en déroulé, mais effectivement, il faudra que je cherche un petit peu. J'essaierai de vous le retrouver en mode disponible ou en essayant de trouver comment l'avoir en mode disponible, ça c'est autre chose. Mais et je vous mettrai le lien directement sur le replay sur la chaîne YouTube dans les commentaires, dans la zone description, on met des informations comme on fait d'habitude suite au live. Oui, hein, donc pour aller les gens sur le live avec nous, je suis désolé, il faudra soit je vous les mettrai dès que je les ai là en main. De toute façon, on a mis dans le live le lien vers l'expérience de la vidéo 360, le pxn.fr. Elle est dans la description YouTube et si vous voulez toutes les infos, allez voir dans la description ou sur la page LinkedIn de l'association France Immersive Learning. Vous avez dessus tous les replays qui sont postés. Marie les reposte aussi. Voilà, puis on a tous les détails dedans pour que vous puissiez avoir l'intégralité des infos. Voilà. Du coup, qui émane du chat ce soir, parce qu'on est arrivé à peu près au bout de développer pour voilà. Sachant que je vous encourage vraiment à voir aussi le replay, pour ceux qui ne l'ont pas vu, du meet-up de Timothée sur LC Mind pour avoir le complément en fait, des informations, puisqu'il a été aussi assez poussé sur le sujet. Que celle que je vous ai déjà donnée, qui était dans le chat. Donc, J'en ai une. Moi, j'en ai une par rapport justement comment c'est accueilli dans les hôpitaux. Si par exemple, je dois me faire opérer demain ou je souhaite accoucher dans un hôpital qui dispose d'un casque VR et qui propose l'hypnose en VR, est-ce que c'est facilement accessible, trouvable? Est-ce que c'est assez répandu ou c'est encore assez difficile à trouver aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question qui est assez. C'est rigolo parce que c'est plus ou moins celle que Zazel a posée à Timothée la dernière fois. C'est assez drôle. Non, mais en fait, la réponse est plus ou moins la même du coup que celle de Timothée. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus d'établissements qui s'équipent. Alors, à mon sens, pas forcément, pas forcément toujours dans les bonnes circonstances. Ça, c'est un peu ce que je déplore, mais on va arranger ça petit à petit. De mieux en mieux, en tout cas, parce que ça implique aussi de former vraiment bien les équipes qui vont l'utiliser. Parce que le problème du temps, de la mise en place, de comment est-ce que j'intègre ça dans mes soins, en bloc opératoire, en salle d'accouchement. La salle d'accouchement, c'est quand même une zone, c'est quand même une zone 3 ou une zone 4. Zone 4. Enfin, c'est quasiment considéré comme un bloc, en fait. Hein. Quand vous accouchez, tout le monde est en pingouin là-dedans. Moi, j'ai déjà vu une personne rentrer dans une salle d'accouchement en civil. Elle s'est fait jeter, mais ça a été mémorable, quoi. Elle avait rien à faire là en habit civil. Il faut s'habiller, etc. Donc, toutes ces contraintes-là, il y a des contraintes d'hygiène, etc., qui sont très importantes. Si on a un matériel qui vient se rajouter en plus et que les personnes ne sont pas formées concrètement à l'utilisation et de la solution et de tout ce qu'elle implique,
c'est un gadget qui restera dans un placard ou une licence qui sera prise 6 mois, 1 an et qui sera oubliée, qui ne sera pas renouvelée. Ça, c'est dommage. Donc, ça nécessite qu'il y ait vraiment un bon accompagnement des équipes qui vont prendre cette technologie-là en main. Une fois qu'elle est prise en main, comment si c'est une fois que c'est bien mis en place, tout patient qui le souhaite doit pouvoir être informé que ça existe et doit pouvoir le demander, à mon sens. Et donc ça, en fait, c'est plus les anesthésistes qui vont être en charge de ça et qui vont devoir dire, ben voilà, nous, dans notre dispositif, on a aussi l'accès aux thérapies, enfin, à l'assistance de réalité virtuelle pour l'hypnose, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que vous êtes dans un cas XY qui peut le justifier? Typiquement, accompagnement sur tout ce qui est anesthésie loco-régionale, effectivement, les accouchements, les choses comme ça. On fait partie des établissements qui le proposent. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, voilà comment ça se passe. Et voilà. Mais pour savoir à l'avance quels sont les établissements qui sont dotés et de quoi ils sont dotés, ça aujourd'hui c'est un peu difficile. À part aller sur chacun des sites des constructeurs aujourd'hui et faire parce qu'ils l'ont, hein, la liste de tous les endroits où ils sont implantés, ça va être difficile. Pour le coup, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un genre d'annuaire complet, en fait, une mutualisation quelque part. Attention, je rejette une idée. Un annuaire mutualisé. Voilà, une map de quelle solution se trouve où. Oui. Ouais, encore une fois, c'est des solutions qui en plus sont complémentaires. Donc, c'est très intéressant de voir où elles ont pu s'implanter, etc. Et pour les gens qui en ont besoin, ça peut être intéressant de savoir que là, alors, à la limite, on se dit qu'on fait ça sans nom, et on dit juste, ben là, ils ont une itération VR de possible. Ça peut être intéressant, à mon sens. Mais aujourd'hui, à part aller voir chaque constructeur pour leur demander où est-ce qu'ils sont, et il n'y a pas d'autre moyen. Ou Un peu alors les demander fléchettes, quoi. effectivement, oui, ou demander à l'anesthésiste s'il est au courant de. Oui. Du coup, ça veut dire que si l'anesthésiste, donc typiquement vous faites opérer dans la clinique euh, l'anesthésiste n'est pas au courant, parce que c'est possible, hein, dans les équipes, tout le monde n'est pas au courant, ou vous tombez sur le remplaçant, il n'est pas au courant, donc il ne vous le proposera pas, ou alors bah, vous lui demandez et ils ne le font pas, vous allez dire, bah, puisque c'est ça, moi je vais aller me faire opérer ailleurs. Non, c'est votre praticien. Et c'est difficile pour le coup de dire, bah, est-ce que je peux venir avec mon casque, mon expérience, voilà, Oui, voilà, c'est un peu difficile pour le coup. On ne peut pas venir avec un matériel extérieur au bloc. Donc c'est beaucoup de considérations. Peut-être qu'on y viendra, je ne sais pas. On est directement au matériel, je ne pense pas. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus d'établissements font appel à ces solutions-là parce que c'est évident qu'il y a un gros potentiel, et notamment sur la partie médicamenteuse, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, en fait, Marie, c'est-à-dire qu'au niveau médicamenteux, on va vraiment diminuer l'utilisation des morphiniques, l'utilisation des hypnotiques et des sédatifs qui vont du coup, voilà, qui déjà coûtent cher, hein, faut pas croire, ce genre de choses coûte cher. Et puis, ça fait quand même partie des produits qui, pour votre corps, sont quand même pas super sympas, quoi. Voilà, qui ont un impact. Qui ont un impact. Il y a des gens qui vont se faire opérer 2 fois dans leur vie. Il y a des gens qui passent sur le billard tous les mois. Bah, même si c'est voilà, si c'est des alors sur les âgés, effectivement, sur des grosses opérations, obligé de les endormir, bon. Mais on peut imaginer que sur des choses en loco-régional, on puisse voilà, éviter d'avoir trop de recours aux médicaments. Parce qu'il faut savoir que les médicaments, vous avez une accoutumance quand même. Donc au bout d'un moment, il vous faut plus. Et ça crée des addictions, etc. Donc si on peut diminuer le risque d'addiction grâce à ça, ça peut être aussi simple. Je suis d'accord. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer plutôt, parce que là, on parle d'avoir des compétences de professionnels de l'hypnose au sein des hôpitaux. Est-ce qu'on pourrait pas, pour rendre plus flexible cette application protocole,
Ce sont des spécialistes qui sont mobiles, qui disposent de leur matériel, la petite valise qui va bien, qu'on connaît bien en VR, et qui vont d'un hôpital à un autre. C'est vraiment, ce serait quelque chose qui serait trop déconnecté des pratiques des pratiques hospitalières, où on, pour- on pourrait choisir mon praticien, il y a un praticien avec nous pour cette intervention juste dans cet hôpital, parce que c'est vrai qu'il faut se déplacer dans un hôpital qui est, je sais pas, 50, 100 bornes, parce qu'on veut ce protocole-là. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même pas anodin, quoi. Dans le parcours patient, le stress généré et le frein que ça engendre, je suis pas sûre qu'on y gagne, parce qu'en fait, ça génère tellement de mort dans la réalisation en fait, de cette action, que du coup, il faut vraiment être motivé, quoi. Alors, ça n'existe pas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un marché à prendre là-dessus, je sais pas. Je sais pas comment ça pourrait être intégré à l'hôpital, parce que pour monter, il faut quand même montrer vachement patte blanche. C'est quand même, vous rentrez pas dans un bloc avec matériel extérieur en claquant des doigts. C'est quand même assez complexe. Il y a quand même tout un protocole qui va derrière. Une opération, c'est très protocolisé. Le médecin, il rentre comme ça, tel endroit, tel moment, l'induction, voilà, comme ça, là, il y a tel matériel. Enfin, c'est une fourmilière, un bloc opératoire. Donc, bon, on pourrait imaginer que ça s'adapte et que l'équipe soignante soit relativement suffisamment ouverte pour faire rentrer ces praticiens-là. Je pense que s'il y a des gens que ça motive de créer une mallette avec dispositifs en licence et puis d'aller se balader comme ça dans les hôpitaux, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça, pour le coup, c'est plus sur de l'étude de marché, je pense, et peut-être voir avec, ouais, avec des boîtes qui font des solutions, voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour elles. Là, c'est une idée qu'on peut pousser Encore dans une les... bouteille, c'est ça? Encore une petite idée. Pardon, excusez-moi. La soirée des bouteilles à la mer. La soirée des Exactement. idées qui pop comme ça. Voilà. Bon, alors, juste pour info, L'hôtel, les c'est filles, pirate et moi, je suis en low batterie pour mon casque qui effectivement, au bout d'une heure, commence à montrer des petites faiblesses. Donc, ne soyez pas surpris si je déco. Voilà. On dirait comme moi tout à l'heure. C'est ça. Moi, c'est la batterie, c'est la batterie de l'Oculus qui va gentiment me dire, qui m'a gentiment dit attention, the end bientôt. J'ai un fil pas loin. Donc... Voilà. Bah, j'ai regardé la taille de mon fil, je me suis dit que c'était pas possible. Mais du coup, les filles, est-ce que vous avez idée de ce qu'on fait dans 15 jours? non, mais s'il y a dans le chat, il y a des personnes qui ont des sujets qu'ils veulent aborder sur la VR, n'hésitez pas à proposer des idées dans le chat et du coup, on prend note et on pourra traiter les sujets pour le prochain talk. Sachant que normalement, on a déjà prévu un truc, mais on ne s'en souvient pas. Voilà, on a mal fait nos devoirs, on n'a pas regardé sur le programme de la semaine de 15 jours. Et sinon, oui, pour rebondir, je ne sais pas si vous l'aviez entendu sur le petit meet-up, enfin le petit meet-up, le grand meet-up, donc d'Elsie Mind. Zazel avait poussé l'idée du débat sur les femmes dans la tech. C'est en train de prendre forme pour faire suite à cette petite idée. Oui, je récupère d'autres bouteilles de qu'on utilise ailleurs. C'est en train de prendre forme. Donc, soyez patients, ça vient. Ça arrive. Ok, bah top. Parfait. Charlie? Charlie? Je suis là. Eh ben, merci beaucoup les filles. Si tout est bon pour vous, on a eu beaucoup de réactions dans le chat et c'était cool. Merci à vous. Pour voilà, ravi que ça a l'air de vous avoir plu encore ce coup-ci. C'est bien la batterie de casque fait gong. On a fait 1h20, un peu plus que ce qu'on faisait, mais pas de souci. C'est respectable. En tout cas, il y a plein de gens qui vous remercient pour les échanges, pour l'énergie que vous y mettez, tout ça. Enfin, ça fait très plaisir. Merci. C'est aussi pour ça. C'est pour vous qu'on le fait. Donc si ça vous plaît, bah, tant mieux. Voilà, c'est ça le truc. Donc, je vais vous laisser enlever vos casques et puis nous, on se voit rapidement dans le Discord après. Et je vais juste annoncer la suite du programme de la soirée. En tout cas, pour ceux qui sont Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. salut à tous.
Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, venez sur les lives parce que c'est quand même vachement mieux. L'adresse est dans les commentaires. Tous les liens dont parlaient les filles sont dans les commentaires de la vidéo aussi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux LinkedIn, donc Francis Merci Learning, Merci Learning Lab. ETR a ouvert récemment aussi une page LinkedIn que je vous invite à suivre. Donc voilà, pour ceux qui sont en live avec moi, restez, parce que je reviens avec Zazel dans quelques minutes pour faire un petit point. Je sais pas de quoi on va parler, peut-être du nouveau casque HP, peut-être du nouveau casque de chez Pico. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe. Et puis de toute façon, après, vous retrouvez VirtualGo. Je sais pas quel est son programme, parce que j'ai pas regardé, honte à moi, mais voilà, VirtualGo, on vous en dit un petit peu plus après sur ce qu'il prépare. En attendant, je vous mets un peu de musique, ne bougez pas, on revient. Vous pouvez déconnecter les filles.